Bien, donc nous allons commencer par la prière, si vous le voulez bien. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Invocation des fils de France à Saint-Michel. Archange Saint-Michel, priez pour nous. Prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats. Vengeur des droits de Dieu, armez-nous chevaliers de sa cause sainte. Porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix. Vainqueur de Satan, faites que nous ne reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans les combats de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide, bénissez son épée, sauvez-le de toute grande pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le fils aîné de l'Église, et le bras de Dieu dans le monde, ainsi soit-il. Sainte Geneviève, patronne de Paris, priez pour nous qui avons cause à vous. Père, du Fils, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle conférence de notre association Sainte-Geneviève Paris. Merci surtout à notre invitée de ce jour, Madame Marion Saint-Michel, qui va nous présenter la gouvernance perverse, qui est d'ailleurs le sujet d'un ouvrage. Je vous signale que Madame Marion a apporté quelques exemplaires, nous en avons quelques-uns. Donc, les personnes intéressées, vous pourrez compléter ce qui sera dit pendant la conférence. Madame Marion Saint-Michel a une compétence particulière, elle est psychologue et donc elle a une connaissance de l'âme humaine qui permet un éclairage spécial des manières d'agir du pouvoir et c'est très intéressant pour nous car c'est quelque chose d'un petit peu différent. Nous avons dans l'ensemble, je ne connais pas la biographie de tout le monde, mais plutôt une approche politique et peut-être plus lointaine et la psychologie est certainement un moyen précieux de pénétrer les intentions de nos dirigeants. Et Madame Saint-Michel a particulièrement étudié la perversité de certains gouvernants, certains comportements voulus qui les amènent à maltraiter leurs contemporains avec un désir de les soumettre. Et c'est l'idée suivant laquelle le pouvoir, loin d'être bienveillant, ferait quelquefois, et souvent, ou parfois, on peut dire peut-être pas toujours, mais peut-être, mais quand même beaucoup, ferait du mal. Le pouvoir serait malveillant. Ce qui est très difficile à penser, qu'on le veuille ou non, nous avons été tous plus ou moins influencés par la grande hérésie de Jean-Jacques Rousseau, qui dit que c'est que l'homme est bon. Alors qu'en réalité, nous étions prévenus, en quelque sorte. Au début de la Bible, nous avons le péché originel, qui nous dit que l'homme, sans être toujours mauvais, est tout au moins faillible, cassé, et qu'il a besoin d'être dirigé dans la bonne voie. Donc il y a cela. Et nous aussi, il y a une autre chose à laquelle nous, catholiques, aurons dû penser, c'est-à-dire à l'action démoniaque, qui s'adresse non seulement aux individus, mais parfois aussi aux sociétés. Après tout, il est beaucoup plus économique pour le diable de pervertir une société tout entière par des institutions que de pervertir les gens un par un. Et donc, on peut là converger avec la psychologie et l'idée sur laquelle certains individus ont de mauvaises tendances ou utilisent leur pouvoir pour les satisfaire. Et cela est tout à fait vraisemblable et d'ailleurs démontré pratiquement parce que c'est arrivé. Et Madame Saint-Michel applique cela notamment à la crise du Covid-19. Et elle nous dit que cette crise n'est pas un simple épisode, que c'est un test grandeur nature d'un nouveau mode de gouvernance qui s'affiche sans complexe. Donc c'est un texte en plus fait par une instance supranationale sur des sujets de droit privé, c'est-à-dire qu'on a touché à la santé et à la circulation, on a nié les droits fondamentaux des individus, on les a poussés à accepter un traitement expérimental, on a arrêté l'économie, enfin tout un tas de choses qui sont des anomalies totales et qui montrent que le pouvoir n'était peut-être pas animé de bonnes intentions, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la population a accepté, c'est le plus grave, sans réflexion. La population s'est soumise. Les médecins qui se sont vus interdits de soigner, par exemple. Donc, il y a eu également
le silence que l'on a actuellement encore, parce que cette politique se continue. Sur les effets secondaires, on n'en parle plus, par exemple. Donc, il y a un affaiblissement de l'esprit critique à ce moment-là. Et donc, on peut remarquer aussi, par exemple, qu'après cette crise, les dirigeants n'ont pas été appelés à rendre des comptes. Personne ne reproche vraiment sérieusement à M. Macron les choix qu'il a choisis, ainsi que ses cabinets de conseil. Il y a en France une administration qui est coûteuse, mais qui a la réputation d'être compétente, et on s'est passé de l'administration elle-même pour prendre des décisions avec des cabinets de conseil. M. Macron, à mon avis, devrait relever d'une haute cour, mais personne ne pense à lui préférer créer une telle juridiction. Et il y a aussi des gens, je pense à un journaliste fâcheux qui avait dit qu'il faudrait amener les gens qui ne voulaient pas se faire piquer entre deux gendarmes. Eh bien, ce personnage sévit toujours sur les ondes. Il y a également que les soignants qui ont été écartés ont été finalement réintégrés, mais les années qu'ils ont perdues, on ne leur a absolument pas donné l'indemnité et on n'en parle plus. Et alors, M. Trump l'a fait aux États-Unis, mais en Europe, pas du tout. Et d'ailleurs, par anti-Trumpisme, on ne le fera certainement pas. Donc, on peut dire qu'il y a quand même un pouvoir perverti, et ce pouvoir est puissant. Et j'avoue que le nationaliste que je suis ne peut pas s'empêcher de dire que les souverainetés nationales ont quand même bien une utilité, parce que ce sont des barrières qui empêchent qu'on applique la même chose partout. Et le grand but d'ailleurs de ces mondialistes, c'est de supprimer ces souverainetés nationales pour imposer à tout le monde la vaccination ou toute autre politique de ce genre. Donc c'est une chose extrêmement grave, et il est intéressant d'avoir vu cet aspect de perversion du système politique et des hommes, parce qu'il faut avoir des hommes pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Et donc l'ouvrage de Madame Saint-Michel est très précieux, je l'ai lu avec intérêt, avec plaisir, et je ne saurais trop vous recommander de le lire. En attendant, je vais lui donner la parole pour qu'elle vous présente elle-même ce que j'ai certainement très maladroitement tenté de résumer. Madame, je suis heureux de vous donner la parole. Merci beaucoup. Bien, je vais commencer déjà par vous remercier chaleureusement tous d'être là, même les personnes que j'entrevois à peine. Merci de m'accueillir, merci de vous être dérangé. Je suis très heureuse d'être là pour plusieurs raisons, et je suis très heureuse notamment par le fait que je suis devant des personnes chrétiennes, et que dans les choses pas très positives, en tout cas assez graves, que j'ai à exposer ce soir, je pense que les personnes chrétiennes, les chrétiens et notamment les catholiques ont un rôle extrêmement important à jouer pour déjouer justement cette gouvernance perverse dont M. Bousco a commencé à nous parler en détail. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement, mais vous avez dit l'essentiel. Donc je m'appelle Marion Saint-Michel, c'est un nom qui me porte autant que je le porte, vous vous en doutez. Je suis effectivement psychologue et thérapeute depuis environ 25 ans. Et en même temps, j'ai fait des études de sciences politiques parce que j'ai longtemps hésité entre le service de l'État ou l'accompagnement de mes contemporains, individuellement. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir choisi l'accompagnement des personnes et non pas le service de l'État, mais à l'époque, j'hésitais encore pas mal. Donc, j'ai par ailleurs aussi, avant d'être psychologue et thérapeute, j'ai travaillé pendant 10 années dans différentes entreprises, grosses entreprises, privées ou publiques, un peu des deux. Et déjà à l'époque, j'ai constaté des dérives perverses qui étaient à mon avis assez graves, aussi bien sur le plan des comportements des collaborateurs que sur le plan du comportement des patrons en fait, et des équipes dirigeantes. Ça a fait partie des motivations pour lesquelles j'ai souhaité retourner à l'accompagnement des personnes et quitter progressivement le monde de l'entreprise. J'avais dit à l'époque que j'écrirais un livre, et puis j'ai été entraînée par le plaisir de changer de métier. Et au bout du compte, ce que j'ai pu engranger à cette époque m'a été utile, je dirais, quasiment 20 ans plus tard. Alors, que s'est-il passé pour moi, comme certainement pour beaucoup d'entre vous, au début de la crise Covid? Eh bien, je dirais une sorte de révélation. J'ai découvert d'un seul coup que je ne vivais pas dans le monde dans lequel je pensais vivre. Pourtant, je m'intéressais à la politique depuis déjà pas mal de temps,
Mais l'ampleur de ce qui s'est passé a vraiment eu un effet de révélation très important. Je ne vais pas tout vous redétailler, à moins que peut-être ce soit souhaitable à un moment ou un autre, mais ça a commencé bien sûr par la sensibilité aux mensonges qui nous étaient faits. Vous n'avez sans doute pas oublié l'histoire des masques qui étaient absolument inutiles jusqu'au moment où ils sont devenus indispensables. Et je me suis dit, c'est quand même pas parce qu'ils ont maintenant des masques qu'ils nous disent que maintenant c'est indispensable. Ils ne vont quand même pas nous mentir sur des sujets aussi essentiels. Donc au début, je n'y croyais pas du tout. Il y a eu aussi la façon dont notre président a pris la parole, vous vous en souvenez aussi certainement, avec le « 6 fois nous sommes en guerre » contre un virus. Alors pour les anciens combattants, voilà, je ne précise pas à quel point le propos était ridicule, mais non seulement le propos était ridicule, mais pour les personnes qui ont une certaine sensibilité, et je pense qu'il y en a beaucoup, celles qui d'ailleurs aujourd'hui ont beaucoup de mal à écouter ce que dit le président et même simplement à le regarder sur la télévision ou ailleurs, il y a effectivement ce sentiment de fausseté. Je ne sais pas si vous y avez été sensible, mais il y a tout un tas de petits détails, et puis peut-être aussi simplement l'intuition quelquefois, qui m'ont fait ressentir que c'était quand même une drôle de façon d'annoncer à un peuple qu'il allait avoir de la souffrance, des efforts à faire et de la solidarité à trouver. Donc ça aussi, ça m'avait semblé bizarre, sans compter que la façon dont ce monsieur était arrivé au pouvoir était aussi déjà posait extrêmement question. On n'avait jamais vu la justice se saisir aussi rapidement d'un sujet que ces fameux costumes de M. Fillon qui étaient donnés comme favoris. Bon. Et puis bien entendu, entre les deux, il y avait eu l'histoire des Gilets jaunes, avec une répression, non seulement une répression épouvantable, mais, bon, mais surtout un entrisme démontré des pouvoirs de l'État. Non pas que c'était la première fois, bien sûr, ça a toujours existé, mais l'affaire Benalla, c'était quand même l'histoire effectivement d'un mouvement qui est noyauté par l'État de manière à pouvoir le réduire à néant. Donc tout ça n'était quand même pas de très bon augure et ne me donnait pas tellement envie de suivre spontanément ce monsieur. Mais bon, la vérité, c'est ce qui s'est passé après qui a été important. Alors, je vais vous préciser comment je pense présenter mon propos. Donc, j'ai eu envie d'écrire ce livre, au début d'abord parce que j'en avais extrêmement besoin, quand j'ai compris qu'il y avait beaucoup de perversions derrière tout ça. Donc, j'ai d'abord eu besoin de prendre des notes. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'il y ait un devoir de mémoire. Il faut laisser des traces de tout ça, il faut noter, d'ailleurs je ne suis loin d'être la seule à l'avoir fait, vous le savez sans doute, hein, beaucoup de personnes l'ont fait et c'est très important qu'il y en ait beaucoup. Donc j'ai d'abord désiré faire effectivement un devoir de mémoire, ensuite je me suis dit qu'il faudrait quand même donner aux personnes les détails de comment ça fonctionne tout ça, aussi bien pour les personnes qui avaient compris l'essentiel que pour celles qui n'avaient encore rien vu, mais qui avaient quand même peut-être, on pouvait avoir l'espoir que tôt ou tard elles se rendraient compte de ce qui nous manipule. Donc ça c'était ma deuxième raison, et ma troisième raison c'était pour aider à traiter le trauma collectif, car je pars du principe que nous avons tous été extrêmement traumatisés par cette période, que ce soit les personnes qui ont compris rapidement, dont probablement vous êtes ici, en partie. Quand je dis rapidement, hein, moi il m'a fallu quand même quelques mois, enfin quelques semaines en tout cas, pour réaliser l'ampleur du problème, mais disons qu'ils progressivement ont compris ce qui se passait. Nous avons été traumatisés. Ces personnes-là aujourd'hui sont extrêmement fatiguées. Elles ont un sentiment pour la plupart de grande impuissance et ne savent pas comment on va se sortir de cette terrible situation. Mais les 80% à peu près qui ont suivi la doxa ne sont pas tellement en meilleur état, sauf qu'ils n'en ont pas conscience. Mais ils ont pris l'habitude de fonctionner dans un certain aveuglément, dans un certain déni. Ils ont, malgré eux, renoncé à une part de leur libre arbitre et de leur conscience, et renoncé à la conscience. Là, nous, en tant que chrétiens, nous savons bien que ça n'est pas une situation d'avenir non plus. Donc je pars du principe que tout le monde a souffert et qu'il est important aussi de créer des liens, de ne plus opposer, puisque bien sûr le pouvoir cherche à nous opposer, hein, anti-vax, pro-vax, anti-ceci, pro-cela. C'est une façon aussi perverse de gérer l'opinion et de s'assurer du contrôle des populations. Donc je me suis dit qu'il fallait parler de la souffrance de tout le monde, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre.
Alors après cette introduction un peu longue, je vais vous dire quand même les 4 points que je souhaite développer. Il y a 4 points principaux. Le premier, il faut quand même que je vous dise quelques mots de la perversion. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie qui serait très ennuyeux, mais il faut quand même que je précise 2-3 choses. Le deuxième point, je vais revenir sur certaines choses qui se sont passées pendant la crise Covid en tant qu'elles illustrent la perversion qui est à l'œuvre, parce que ce qui nous a été fait avait déjà été fait, mais on s'en était moins rendu compte et sera bien entendu remis à nouveau en œuvre. Le troisième point, c'est de nous interroger ensemble, je n'ai bien entendu pas toutes les réponses, sur que veulent vraiment ces globalistes et où en sont-ils de leur funeste projet. Alors ça, c'est une question ouverte, j'ai quelques éléments de réponse, mais bien entendu, vous vous en doutez, je ne les ai pas tous, d'autant plus que les choses évoluent et que des choses apparaissent tous les jours. Je vous en dirai un événement récent. Et puis bien entendu, le quatrième point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'il est peut-être urgent de faire, sachant que là encore, je n'ai pas toutes les solutions, mais qu'il y a peut-être quelques mesures importantes qu'il faut que nous envisagions ensemble. Alors, premier point, si vous me suivez toujours, la perversion. La perversion, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qu'en fait on connaît assez peu. Parce qu'on a tendance soit à la voir partout. Vous savez, toutes ces personnes qui divorcent ou qui se séparent et qui disent « j'étais marié avec un pervers narcissique » ou « mon patron est un pervers narcissique », on a tendance à les voir partout, ce qui est parfois exagéré, et on a tendance aussi à ne pas les voir où ils sont, ou bien à sous-estimer l'extrême nocivité de cette perversion quand on a affaire à elle. On la sous-estime souvent, simplement parce qu'on est des êtres humains. Alors là, j'ai envie de dire particulièrement les personnes chrétiennes. Là, nous avons un fond de « mais de toute façon, c'est un être humain, il y a certainement un peu de bonté », peut-être ce que vous appeliez tout à l'heure un restant aussi de rousseauisme, l'homme est bon, etc. Et en fait, la perversion est fondamentalement méchante. Et effectivement, à un certain niveau, elle dépasse complètement l'analyse psychologique que je suis en train de tenter de faire et elle devient probablement diabolique. Et c'est là que, à la fois, je suis personnellement totalement dépassée dans ma compétence et c'est là aussi que notre attachement chrétien et notre référence au Christ commence à prendre toute sa valeur. Donc la perversion, très rapidement, de quoi s'agit-il? Pervertere en latin, pour ceux qui ont fait encore un peu de latin, il s'agit de renverser. Pervertir, c'est retourner en son contraire les choses. Donc ce n'est pas la méchanceté. La méchanceté peut être assez directe. Quelqu'un ne vous plaît pas, vous a regardé de travers, vous le pincez, vous lui faites une vacherie, ça c'est de la méchanceté. Si vous êtes pervers, vous allez, et on a des hommes politiques qui ont fait ça très bien, tendre les bras pour mieux étouffer, vous allez au contraire vous diriger vers la personne, vous allez lui dire quel bonheur de vous rencontrer, quel plaisir mon cher ami, et crac, à un moment donné, quand vous commencez à vous détendre, vous vous faites casser le cou. Vous voyez qu'il y a une nette différence, on pourrait dire que la méchanceté d'une certaine manière se déplace en plein jour et que la perversion affiche toujours le contraire de ce qu'elle va faire. C'est d'ailleurs très pratique parce que sur le plan de la gouvernance perverse, là où nous en sommes aujourd'hui avec nos politiques, si vous voulez connaître à peu près la vérité, vous entendez ce qu'ils vous disent, vous prenez l'inverse, exactement l'inverse, et vous avez une assez grande chance d'être proche de la vérité. C'est ça la perversion. Alors il y a d'autres éléments, même peut-être un peu rapidement mais quand même. Si ça n'est pas la méchanceté, c'est aussi parce que bien entendu il y a le plaisir de faire mal, il y a une certaine jouissance à faire du mal dans la perversion, ça c'est très net. Le pervers jouit du mal qu'il fait. Ces outils, ce sont la manipulation, le mensonge, alors à foison le mensonge, l'inversion accusatoire. Vous voyez ce que c'est que l'inversion accusatoire? C'est accuser l'autre de ce que vous êtes en train de faire. Alors ça, nos politiques, ils font ça sans arrêt. Vos ennemis politiques, vous leur dites par exemple qu'ils sont racistes, alors que vous êtes en train vous-même de pratiquer un racisme évident. Vous dites, vous voyez, des choses de ce genre. Vous inversez totalement et vous projetez sur l'autre les mauvaises pensées qui sont les vôtres. Ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps. Actuellement, si vous regardez ce qui se passe politiquement, nous avons ça beaucoup. Donc, nous avons l'aversion accusatoire, nous avons bien sûr l'ostracisation de ce qui ne va pas dans le sens du pervers. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le pervers, vous êtes juste un gros vilain et il va vous démontrer, il va vous transformer en bouc émissaire. Ça, nous l'avons beaucoup eu. Toutes les personnes qui se sont même simplement posé des questions sur qu'est-ce que c'était, par exemple, que ces injections qu'on connaissait peu,
lieu, pourquoi on prenait telle décision et pas telle autre. Toutes les personnes qui ont voulu simplement s'exprimer, et il y en a eu beaucoup au départ, sur est-ce qu'on peut remettre en cause ce qu'on nous impose, immédiatement, alors ça, complotiste évidemment. Je rappelle simplement que le complotiste est... Bien entendu, bien là on va y venir si vous voulez. Donc complotiste, c'est bien entendu, soit c'est un paranoïaque, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit des complots là où il n'y en a pas, ou bien, plus souvent, en l'occurrence dans ce qui s'est passé, c'est juste une personne qui repère que visiblement il y a des personnes qui ont des intentions mauvaises et qui ont dû un peu se mettre en rapport les unes avec les autres pour les appliquer. Donc c'est un lanceur d'alerte. Le complotiste est un lanceur d'alerte. Sinon il est paranoïaque. Effectivement c'est tout à fait autre chose. Ou schizophrène. Je vous en prie. Pardon ? Ou schizophrène. Ou schizophrène. Et puis bien entendu, le must absolu, c'est que vous êtes d'extrême droite, éventuellement. Alors on ne voit pas le rapport entre l'extrême droite et le fait de se poser des questions sur un vaccin, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est absolument dire du mal. Et moi je me suis beaucoup demandé, même en tant que psy pour le coup, comment, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas été dupes, comment des gens peuvent être dupés par un discours aussi peu raisonnable, aussi peu rationnel. Et en fait, là où est notre espérance quand même, c'est que je pense que la plupart des gens n'ont pas été dupés par ce genre de manœuvre, ils ne sont pas du tout dupés. Malheureusement, par contre, ils sont soumis. C'est-à-dire qu'ils se disent, tout ça c'est bidon, mais on ne peut rien y faire. Donc ça va me projeter un peu plus loin dans mon exposé. Donc voilà, la perversion a 3 objectifs en général qu'il est important de repérer. Le premier, c'est la déshumanisation. Et ça, alors nous en avons eu beaucoup d'exemples pendant le Covid, mais nous en avons encore aujourd'hui. Pour obtenir cette déshumanisation, il faut passer par la désubjectivation. Excusez-moi, ça fait un peu jargon, mais... Désubjectiver, c'est-à-dire vous n'êtes plus un sujet, vous êtes un objet. Alors ça, pendant le Covid, je mords sur la question suivante, mais on n'a eu que ça. Vous n'êtes plus un être humain qui peut souffrir, être malade, avoir telle ou telle difficulté. Vous êtes un numéro qui doit être traité de la même manière que le numéro d'à côté. Vaccin pour tout le monde, isolement social pour tout le monde, etc., etc. Particulièrement sur les injections, ça a été vraiment consternant et nous allons y venir. Donc deuxième point, la désubjectivation. Et troisième point, le plus vicieux si j'ose dire, c'est la recherche chez votre autodestruction. C'est-à-dire que le raffinement du pervers, c'est qu'il ne va pas se salir les mains à vous détruire, contrairement à la personne éventuellement méchante, qui peut vraiment vous, aller vers vous en vous contrant objectivement. Le pervers va s'arranger par différentes techniques pour vous rendre tellement malheureux, vous faire tellement perdre vos repères, votre cadre, vos habitudes humaines, vos références humaines, votre honneur, votre estime de vous-même, qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver suicidaire. Ou bien, sans être suicidaire, vous allez être tellement malheureux que vous allez faire une dépression, déclencher une maladie grave, ou toute chose de ce genre. Ce qui malheureusement est énormément le cas en ce moment, puisque nous avons récupéré, nous autres psys, une situation sanitaire, alors encore une perversion. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une situation sanitaire, psychologique absolument gravissime, et que donc on fait un plan, en 2025, on vient de faire un plan d'urgence sur l'état moral et sanitaire de la psychiatrie et de l'état psychologique des Français, que l'on a bien contribué à rendre extrêmement malades, fragiles, anxieux, etc., par les 5 années, au moins 5 années de politique qui viennent d'avoir lieu. Donc vous voyez, je fais du mal et je me dépêche de proposer immédiatement un plan pour, avec la main gauche, j'ai frappé, avec la main droite, je vais dire, regardez, j'ai une solution formidable pour vous. Puis dès que vous irez un petit peu mieux, je vous remettrai une taloche. Voilà la perversion grossièrement présentée et vous avez peut-être déjà du coup repéré pas mal de choses de ce qui nous est arrivé pendant cette période. Je vérifie juste que je ne suis pas trop longue. C'est bon. Donc, deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Alors là, je vais résumer parce qu'il y aurait évidemment beaucoup à dire. Et je vais résumer en disant que l'objectif principal de cette crise, c'était ce qui était déjà en préparation avant et qui continue à l'être après, à savoir une destruction méthodique des populations. Excusez-moi, j'y vais franco, mais je pense que vu ce que vous avez traversé aussi, voilà, autant être clair. Il y a eu je dirais qu'il y a 2 types de destruction. Il y a la destruction de tout ce qui est de l'ordre du fonctionnement politique, institutionnel et économique de la nation, bien entendu.
Alors, faut-il que je vous donne des exemples? Peut-être. Par exemple, le confinement, bien entendu. Le premier effet d'un confinement, ce que beaucoup de gens ont dit tout de suite spontanément, c'est évidemment la destruction du tissu économique. À commencer par les indépendants, dont je vous ferai remarquer que par définition, les indépendants sont des personnes qui créent elles-mêmes leurs revenus et qui, en général, n'ont pas tellement besoin de l'État. Donc ce sont des gens dangereux. Ils peuvent dire au revoir, vous ne me plaisez pas, je ne paie plus mes impôts, ou en tout cas, je n'ai pas besoin de vous et je fais mon business tout seul. Donc bien sûr, les indépendants ont été tout de suite menacés. Ça, c'est le tissu économique, mais bien entendu, souvenez-vous des activités soi-disant non essentielles. Et puis on a arrêté totalement l'économie, hein, en définitive. Donc après, on nous a dit, et ça faudra y revenir, mais on nous a dit que ça allait prendre un temps fou pour relancer l'économie. Pas nécessairement, mais on s'est arrangé pour que ça prenne du temps. On a dit, toujours la même perversion, qu'on allait aider les indépendants ou les commerces auxquels on avait demandé de fermer en leur donnant ce fameux PGE, c'est-à-dire un prêt garanti par l'État. Et donc, effectivement, on leur a prêté de l'argent, sauf qu'on leur a réclamé le remboursement quelques mois plus tard et qu'évidemment, et je pense qu'à même à Bercy, ils avaient pensé à ça, la plupart des indépendants n'avaient pas eu le temps de se refaire une trésorerie, donc on ne les a pas tués tout de suite, on les a fait couler en 2 temps, ce qui est beaucoup plus discret. Moi, je me souviens du nombre d'amis à qui je disais déjà qu'il y avait beaucoup de perversions dans ce gouvernement et qui me disaient « mais pas du tout, regarde, l'État aide les indépendants, les petits commerçants, il y a des prêts qui sont faits, alors quand même ce président est formidable et ce gouvernement est remarquable ». Et je leur ai dit à l'époque, on va voir comment, dans combien de temps ils demandent le remboursement, s'ils font des prêts spéciaux. À partir du moment où on a dépensé quand même plus de 900 milliards, vous vous souvenez du quoi qu'il en coûte, hein, on était d'accord pour dépenser autant d'argent que nécessaire, soi-disant pour sauver la santé des Français, on pouvait aussi peut-être juste libérer les gens des efforts de trésorerie et ne pas leur demander de rembourser. D'autant plus qu'une personne qui a fondé une association à ce propos a cru remarquer qu'on n'avait pas nécessairement demandé à certaines grandes entreprises le remboursement des prêts. Donc il est assez probable que ça a aussi été une façon de réinvestir de l'argent, de transférer de l'argent à de bons amis, disons, et à ne pas leur demander à eux de rembourser, alors qu'on a demandé bien sûr aux petits commerçants et aux petits, voilà, de rembourser. Vous voyez, vous commencez à bien sentir la perversion là, hein, on est un petit peu dedans quand même. Hein. Donc il y a eu la partie économique, destruction, vraiment une occasion. Vous savez, la perversion et de ce projet-là, c'est un petit peu comme, on pourrait dire presque comme l'acné ou comme certaines maladies, ça fonctionne par poussée. Il y a des poussées perverses. On en avait eu, bon, j'anticipe un peu sur ma 3e partie, mais on en avait eu en mai 68, on en a eu en 2008 également sur le plan financier. Et là, par contre, ils ont fait une grosse avancée avec le Covid. Hein. Mais bon, je vais un petit peu au-delà de mon propos. Donc, je reviens sur la 2e grande destruction, malheureusement plus concrète, c'est la destruction des populations en tant que telles, sur le plan moral et malheureusement physique. Je dis malheureusement parce que physique, ça a quand même été plus direct, on va y venir, je vais en dire un mot, mais bien sûr, il y a eu le plan moral. Alors, prenons l'exemple des confinements, j'aime bien prendre cet exemple, parce qu'on nous a dit, le confinement, ça va permettre que le virus ne se développe pas. Et il faut savoir, et beaucoup de gens l'ont dit avant moi, notamment mon préfacier Jean-Dominique Michel, mais aussi Pierre Chaillot, d'autres personnes, que les confinements n'ont jamais été prévus dans aucun plan anti-pandémique dans aucun pays. Il y a bien sûr tous les pays, notamment les pays occidentaux, avaient déjà prévu des plans, qu'est-ce qu'on fait si on a un jour une pandémie, comment on s'organise, quelle est la bonne façon de faire. Il y a quand même des gens extrêmement capables de faire ça en France et ailleurs, dont le professeur Raoult d'ailleurs, et puis aussi le professeur Christian Perron qui a longtemps géré ça. Donc il existait des plans. Les confinements ont toujours fait partie, ça a été la chose dont on a dit qu'il ne faut jamais l'utiliser. Pourquoi? C'est du bon sens, parce que les gens que vous confinez ensemble avec le virus, là vous êtes sûr qu'ils l'ont tous. Donc quelle est normalement la façon de faire? Eh bien, on isole les personnes malades et on les traite à part, et surtout on laisse fonctionner pour l'essentiel de la société telle qu'elle fonctionnait avant. Donc exactement l'inverse de ce qu'on a fait. Alors pourquoi, me direz-vous, ont-ils fait le confinement? Eh bien moi j'ai trouvé 4 raisons, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, et vous avez peut-être d'autres idées qu'on partagera juste après. Ils ont fait le confinement, à mon avis, d'abord effectivement pour démoraliser les populations,
parce qu'à cette occasion, notamment les enfants, alors là beaucoup les enfants, les adolescents se sont beaucoup désorganisés. Certains n'ont pu être à l'école, ils ont été à l'école par petits bouts, tantôt ils y allaient, vous vous souvenez, tantôt ils n'y allaient pas. Les tout petits, le masque, une horreur. Moi, quand j'ai entendu parler qu'on allait masquer les petits-enfants, je me suis dit, mais aucune maman d'enfants en bas âge ne va emmener ses enfants à l'école, les petits, avec un masque. Bon, malheureusement, si, tout de même. Hein, ça, quand même. Quand je dis ça, change du tout jeter la pierre aux mamans. Hein. Vraiment, je ne souhaite vraiment stigmatiser, moi, pour le coup, absolument personne. Il faut voir dans quelle pression nous étions pris. Hein. Donc, les confinements ont servi à beaucoup nuire à la population sur un plan moral, isolement des enfants, retard psychique et retard d'apprentissage chez les tout-petits. Ça, j'ai une excellente collègue qui en avait déjà parlé, sans doute certains d'entre vous la suivaient-ils, c'est Marie-Estelle Dupont, hein, qui était présente sur les plateaux à cette époque et qui avait bien dit ce qui allait se passer et qu'elle souhaitait qu'on prenne en compte ce qu'elle disait avant que les études, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ne démontrent que malheureusement elle avait parfaitement raison, mais il n'allait pas tenir compte puisque c'était fait pour. Donc il n'y avait aucune raison malheureusement d'en tenir compte. Donc il y a eu bien entendu les tout-petits, il y a eu les personnes âgées. Au niveau du moral, beaucoup de gens savent que dans les EHPAD, beaucoup de personnes sont mortes non pas du Covid mais de chagrin. Hein, pardon. Et d'autres pathologies parce qu'ils ne pouvaient pas être soignés. Alors ça aussi, les personnes âgées, et là même les personnes adultes, toutes les personnes qui ne se sont pas présentées effectivement dans les cabinets, qui ont retardé des opérations parfois absolument essentielles, parce que voilà, ils ne pouvaient pas, et qui en sont morts. Enfin, pas, tous ne sont pas morts, mais malheureusement, il y a eu un certain nombre de morts. Hein. Les personnes âgées, alors si vous voulez creuser ce sujet, Marie de Henzel a fait un très très beau livre qui s'appelle « L'adieu interdit », dans lequel elle détaille avec beaucoup de sobriété, mais en même temps beaucoup de désespoir, surtout quand elle voit maintenant ce qu'on est en train de préparer pour la fin de vie. Donc les choses ne s'améliorent pas. Hein, ça, c'est absolument dramatique, c'est la perversion qui continue. Donc les personnes âgées qui ont, c'était absolument innommable hein, de ne pas, que les enfants ne puissent pas aller voir leurs personnes âgées de 90, 92 ans. Je ne vous parle pas des personnes en déficience cognitive qui n'ont plus comme lien que le contact hein, et qui donc voyaient leurs proches, pour celles qui les reconnaissaient encore, ne comprenant pas pourquoi le proche leur infligeait cette douleur de ne pas venir leur prendre la main. Enfin, c'est une monstruosité, ça. Ça, pour moi, c'est diabolique. Hein. On rentre vraiment là-dedans. Et puis, il y a eu la partie, si j'ose dire, la plus grave, hein, quand même, qui est le fait de ne pas avoir soigné. Alors ça, je vous renvoie sur le travail de Christian Perron qui a détaillé tout ça. Vous vous souvenez sans doute que les soins anticipés, la possibilité de soigner les personnes atteintes du Covid était interdite aux médecins. Vous vous souvenez de ça? Les traitements interdits, hein, l'interdiction de soigner. Bon, heureusement, un certain nombre d'entre eux ont transgressé cet interdit, parce que c'était leur instinct de médecin, bien sûr, et se sont retrouvés derrière, vous êtes au courant aussi, attaqués par le Conseil de l'Ordre pour beaucoup d'entre eux. Donc le professeur Perron considère que cette interdiction de soigner au tout début de l'atteinte du Covid les personnes aurait conduit à au moins, en France, au moins 25 000 morts supplémentaires. Au moins 25 000. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, les chiffres n'ont plus tellement de sens, mais bon, ça a été la première attaque sur les populations vraiment concrètes. Et puis, après, bien entendu, il y a eu cette obligation de s'injecter ce produit expérimental. Alors, pour beaucoup de raisons, la façon dont c'était fait est extrêmement douteuse, parce que là aussi, il n'y avait pas le temps de se poser de questions. On a dit qu'il y avait une extrême urgence, que les hôpitaux étaient remplis, qu'on ne savait pas où mettre les gens tellement il y avait de malades. On sait aujourd'hui que c'était faux. Hein, tout ce que je vous dis là est parfaitement documenté. Il y avait des cliniques privées qui étaient encore vides. Il y avait des hôpitaux qui avaient de la place. Simplement pour donner cette impression de débordement total, on a mis tous les malades, on les a fait arriver dans les mêmes hôpitaux pour pouvoir tourner les images qu'on a tournées, qui étaient donc totalement bidonnées, ainsi que des trains d'ailleurs qui se transportaient, vous vous souvenez, qui transportaient... Non, mais ils n'ont pas peur du ridicule en même temps. Hein. Ils n'ont pas peur du ridicule, donc voilà. Et puis le cérémonial, vous savez, le soir, où on nous disait le nombre de morts de chaque journée, sans nous avoir jamais dit combien en moyenne il y a de personnes qui décèdent par jour dans notre pays. Hein, c'est ce qui était quand même une... Ben oui, c'était Salomon, oui, tout à fait. Enfin, ce cérémonial était grotesque. Donc il y a eu beaucoup de grotesques. Et en fait, il nous disait, oui, il y avait 500 morts, 600 morts, etc. Et il faut savoir qu'en moyenne, en France, chaque jour, il y a environ 2000 personnes qui décèdent, et beaucoup plus en hiver pendant les périodes de grippe.
Donc on sait qu'aujourd'hui, ce Covid, sur le plan sanitaire, ça a été une grosse grippe. Ça a été à peine plus mortel, hein, peut-être je surprends certains d'entre vous, mais tout ça est documenté, je peux vous donner vraiment les références pour aller fouiller ça de près. Ça a été à peine une grosse grippe, et la moyenne d'âge des personnes qui sont décédées, car bien entendu il y en a eu au moins autant que pour la grippe, est de 83 ans. Voilà. De 83 ans. Donc très peu de personnes décédées du Covid en dessous de 80, extrêmement peu en dessous de 65 et absolument aucun enfant, aucun adolescent, sauf cas particulier, parce que l'autre chose qui a été faite aussi, c'est de déclarer les gens morts du Covid quand ils étaient morts avec le Covid. Donc vous aviez des personnes en phase terminale de cancer. 500 €. Et en plus, c'est vrai que, alors je n'ai pas vérifié ce point, mais je crois qu'effectivement, oui, c'est possible. En tout cas, ça a été dit. Hein. Je ne l'ai pas. Je suppose que c'était le cas. Donc voilà, vous aviez des personnes en phase terminale d'un cancer ou autre et qui chopaient le Covid ou qui étaient testées positives, quand on sait que les tests étaient largement faux. Hein. Et donc ça permettait effectivement de dire que ces personnes étaient décédées du Covid alors qu'elles étaient juste décédées avec le Covid. Nous avons eu droit donc à un théâtre absolument magistral, sur lequel il n'est pas question, comme vous le disiez tout à l'heure, Franck, vous aviez raison, sur lequel il n'est pas vraiment question de revenir, bien que, vous avez vu que pour les 5 ans, on a fait un petit roulement de tambour et on a fait, ça aussi c'est extrêmement pervers, on a dit qu'on allait faire un bilan de ce qui s'était passé pendant le Covid. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est pervers et qu'on fait un bilan de toutes les vilaines choses qu'on a faites? On en choisit 2 ou 3 qui ne sont pas trop méchantes et on dit « Ah oui, là on s'est vraiment trompé, on a mal fait, on n'a pas été très adroit. Si on devait recommencer, on serait beaucoup plus adroit que ça. » Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'insiste pas trop sur les injections, mais il faut savoir quand même que, vous le savez sans doute, que le nombre des victimes est considérable. C'est très difficile de le savoir parce que le système de pharmacovigilance, là aussi, n'a pas été organisé de manière constructive par l'État et il a été confié aux médecins. Alors là, sur le plan psychologique, vous voyez aussi la perversion. Vous êtes médecin, vous avez conseillé à vos patients de faire cette fameuse injection et 2 jours après, votre patient revient avec des symptômes épouvantables. Vous avez sans doute un doute. Si vous êtes héroïque, vous lui dites « ben oui, c'est peut-être l'injection », mais tout le monde n'a pas été héroïque. Hein. Et votre patient insiste, mais ils n'ont pas tous insisté. Beaucoup de personnes ont accepté tout de suite quand les médecins leur ont dit « non, non, ça n'a rien à voir avec l'injection ». Mais pour ceux qui ont insisté, c'est le même médecin qui devait faire un dossier de pharmacovigilance qui est extrêmement impressionnant, puisque des associations se sont créées pour aider les personnes à faire leur dossier de pharmacovigilance. Oui, il y a de quoi rire. Hein. Donc c'est pour vous dire que les médecins qui sont déjà débordés, qui n'ont pas de temps et qui n'avaient peut-être pas non plus l'élan du cœur total pour faire ce qui quelque part mettait vraiment le doigt sur... malheureusement, ils avaient fait du mal à leurs patients, même sans le vouloir. Et il fallait qu'ils documentent ça en détail et que ça leur prenne 1 heure ou 2 par patient. Hein. Donc vous voyez, la pharmacovigilance, on estime qu'elle est à peu près à 10% du total réel des personnes qui ont été blessées. Et néanmoins, sur cette base-là, on arrive à peu près au moins à 17 millions de personnes décédées dans le monde. 17 millions de personnes décédées dans le monde, très probablement, et c'est sans doute un chiffre inférieur à la réalité. Très probablement. Tout ça est documenté, Pierre Chaillot par exemple, vous pouvez aller voir en détail, etc. C'est important hein, de pas... Voilà, donc on ne sait pas exactement. On a des associations en France qui se sont créées, Verity France, si vous connaissez. J'ai vraiment envie de vous dire, si vous avez un peu de temps ou un peu d'aller voir, d'aller écouter aussi le témoignage de ces personnes. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Vous avez sans doute entendu parler de Morissette, qui a été vraiment, évidemment, représentative de ça. Vous avez une jeune femme, je crois que c'est Mélanie, de 30 ans, qui est d'un courage incroyable et qui a maintenant cette maladie qui vous paralyse, là, Charcot, et qui va partir dans les mois ou les années qui viennent. Vous avez plein de jeunes qui sont morts, hein, plein de jeunes gens de 15 ans, 16 ans, 18 ans, qui sont morts quelques minutes après l'injection. Donc tout cela est un véritable désastre et ce n'est pas fini. Alors, pour vous donner quand même les derniers éléments les plus récents, je vous invite à aller ou écouter ou acheter le livre. C'est pas parce qu'on a le même éditeur, je vous le dis tout de suite, on a le même éditeur. Mais la grande journaliste américaine Naomi Wolf vient de sortir un livre qui s'appelle comment dirais-je, Pfizer Papers, c'est-à-dire les documents de Pfizer, dans lequel elle nous dit notamment, et ça c'est incroyable,
que quand Pfizer a sorti son produit, pendant les 3 premiers mois, au bout des 3 premiers mois, ils sont sortis en novembre 2020, dès février 2021, ils avaient 12 000 morts sur donc la population qu'ils avaient testée. Et je crois que c'est 114 ou 140 000 effets secondaires. Voilà, ça n'a pas empêché de mettre le produit en service, comme vous le savez. Vous savez aussi qu'on n'a pas les contrats, que Mme Ursula von der Leyen dit qu'elle a perdu ses SMS. Bon, je regarde où j'en suis, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Alors, le troisième point, bon, si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Le troisième point, c'est pourquoi font-ils tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce globalisme et que veulent-ils? Alors, on n'a pas la réponse précise, mais vous avez certainement tous beaucoup d'éléments. Vous savez qu'on peut remonter très loin. Je vous recommande Pierre Hillard pour les détails, le travail de Marion Sigaud. Donc je ne vais peut-être pas faire trop longtemps là-dessus, mais il y a les sociétés secrètes qui, depuis la Révolution, sont à l'œuvre pour démolir aussi tout ce qui est chrétien. C'est pour ça que nous sommes en première ligne. Vous avez aussi, bien entendu, l'évolution économique vers le mondialisme et vers le fait que le pouvoir économique s'est concentré dans ces fameuses multinationales à partir des années 90. Et on est arrivé à une concentration telle du pouvoir économique que maintenant vous avez des millionnaires qui sont plus puissants que les États. Souvenez-vous peut-être, parce que ça avait frappé les imaginations, d'Elon Musk faisant décoller sa fusée, et avant même la NASA étant capable de récupérer les, je ne sais pas comment on appelle ça là pour les techniciens, les étages qui permettent, voilà, et bien alors que la NASA ne savait toujours pas le faire, Elon Musk lui l'a fait. Donc nous avons là un multimilliardaire qui a été capable de faire ça. Donc nous sommes arrivés à un moment où effectivement le pouvoir économique a totalement phagocyté. Je fais court, parce que d'abord ça n'est pas ma spécialité et vous avez beaucoup plus d'éléments concrets autour de ça. Mais pour faire court, nous sommes arrivés à un moment de notre histoire commune où le pouvoir économique a totalement phagocyté le politique. Phagocyté de quelle manière? Bien entendu par la corruption. Alors là, on peut rentrer un peu dans le détail si ça vous intéresse. Vous vous souvenez peut-être que pour le H1N1, il y a une dizaine d'années de ça, ils avaient eu l'intention de nous faire le coup du Covid, il y a 10 ou 11 ans. Et ça n'a pas marché. Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi ça n'a pas marché? J'en profite pour boire un coup. Pardon? Oui. Les réseaux sociaux déjà un peu moins, c'était le début. On n'avait pas réussi à faire peur. C'était quelle année exactement, excusez-moi? Je crois que c'était 2011, si je ne dis pas de bêtises. 2009 peut-être. Le laboratoire McKinsey n'avait pas encore élaboré sa doctrine. Oui. Alors c'est ça. C'est la même explication que du Covid du coup. Tout cela est vrai, mais il y a une autre chose qui m'a frappée, parce que j'ai retrouvé des vidéos qui ont circulé sur Internet, et ce qui s'est passé en 2009, c'est que vous avez 3, 4, 5, 6 scientifiques, médecins, qui sont tout de suite apparus à la télévision et qui ont expliqué exactement ce que Raoult nous a expliqué en 2020. À savoir qu'un vaccin pour les SARS-CoV, ça servait à rien, parce que le virus mutait sans arrêt, c'était pas la peine de s'embêter avec ça, que qui plus est, la vaccination pour une population globale, c'est toujours dangereux, parce que par définition, on vaccine des gens qui sont sains, donc on fait prendre un risque, et notamment pour les jeunes personnes, à des gens qui n'ont aucune raison d'être malades, donc c'était pas une bonne idée, et tout ça s'est effondré gentiment. Madame Bachelot est repartie avec ses vaccins sous le bras, en ayant par ailleurs coûté fort cher déjà aux contribuables, mais ça on est habitué, et ça n'a pas eu lieu. Que s'est-il passé 10 ans, presque, 11 ans plus tard? Eh bien, c'est pas les mêmes médecins qu'on a vu arriver sur les plateaux. On a vu arriver des médecins qui ont dit, voilà, je ne vous dis pas ce qu'ils ont dit, vous l'avez entendu des milliers de fois comme moi, et qui étaient pour la plupart des personnes qui avaient des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, ce qui a permis à quelqu'un comme le docteur Louis Fouché, que vous devez connaître aussi certainement, systématiquement quand il allait sur les plateaux, de demander aux journalistes et lui de rappeler qu'il n'avait aucun conflit d'intérêts, qu'il ne travaillait pas pour un laboratoire, etc. Ce qui n'était pas le cas de tous les médecins qu'on a vu arriver. Donc ils avaient beaucoup plus, je suppose, préparé leur coup. On a eu sur des plateaux des personnes qui étaient prêtes effectivement à défendre un certain discours et pas un autre. Voilà, que dois-je vous dire d'autre sur ce point, alors où nous en sommes actuellement, effectivement, que veulent-ils? Alors, tout de même, il ressort de tout ce qu'on dit là qu'il y a tout de même un vrai désir, je dirais, de deux choses. Probablement de réduire la population mondiale, ça paraît relativement évident. Nous avons un scoop également avec Madame Naomi Wolf qui nous a dit qu'une étude vient de sortir, qui a été faite, je crois que c'est
je ne sais pas si c'est, je sais plus où c'est, mais je dois l'avoir là, peu importe, sur 1,3 million de personnes, et qu'on découvre un taux de fécondité, enfin de stérilité chez les femmes qui ont été vaccinées, qui est totalement dément par rapport aux femmes non vaccinées. Pareil pour les hommes, apparemment, les taux de fécondité vont s'effondrer. Donc visiblement, ce vaccin a fait énormément, enfin j'appelle ça vaccin pour avoir un langage commun avec le mainstream, mais bien sûr ce ne sont pas des vaccins. Ce produit a eu notamment beaucoup d'effets sur la partie reproductive des êtres humains. Et on ne sait pas jusqu'où ça ira. Moi j'ai personnellement dans ma clientèle des jeunes femmes de 35 ans qui sont ménopausées. 35 ans, et à qui on a dit, et là vraiment ça m'a mis forte en colère, à qui le médecin, le gynécologue qui les a reçus, pour une d'entre elles, lui a répondu que c'était tout à fait banal maintenant d'être ménopausée à 35 ans. Voilà encore un bel exemple de maltraitance et de perversion. Bien sûr ce n'est pas banal, ça existe de manière extrêmement rare. Ça peut exister, 35-40 ans, mais c'est rarissime. Et maintenant, c'est extrêmement courant. Et vous avez des médecins qui vont... Voilà. Bon, tous ne vont pas répondre ça, bien sûr. Mais vous voyez la double violence. Donc, on n'en a pas fini avec ces produits. Et je vous conseille de lire éventuellement, ou en tout cas d'écouter. Naomi Wolf est passée sur Toxin, pour ceux qui connaissent, il y a quelques temps. Et bon, c'est un peu percutant, hein, ne vous faites pas ça un jour de déprime, mais vous aurez... Après avoir écouté Macron. Oui. Qu'est-ce que c'est Toxin? Toxin, c'est une émission, vous savez, c'est Média Alternatif. Ça, c'est un média alternatif qui est effectivement géré par Clémence Oudiakova. Donc vous trouvez ça sur YouTube. D'accord. Hein, là, elle est passée sur YouTube dans l'émission Toxin, et c'est une chose importante à faire. Voilà, donc ils veulent certainement réduire la population, et ils veulent également assurer un contrôle total sur les populations qui demeureront. Contrôle total. Alors les prochaines étapes du contrôle total, ce sera bien entendu la monnaie numérique. Là encore, je ne fais que le citer, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais vous voyez bien que quand tous nos moyens de paiement seront numérisés et au même endroit, ce qui s'est d'ailleurs déjà produit par exemple au Québec quand il y a eu la révolte au Québec des camionneurs, et les principaux leaders se sont vus du jour au lendemain sans accès à leur compte en banque, et donc sans accès évidemment à leur vie commune. Oui. À cette occasion, donc, on s'est rendu compte que les crypto-monnaies qui étaient soi-disant indépendantes des gouvernements avaient été saisies par le gouvernement canadien. Donc quand on vous dit achetez des cryptos, ça s'appelle des bitcoins, vous serez à l'abri du gouvernement, c'est faux, puisque le gouvernement canadien a démontré. Tant mieux comme ça, les masques tombent. Oui, oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Non, je vous en prie. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose, effectivement, qui peut vraiment nous protéger de ça, à part, effectivement, une réaction importante des peuples. Hein. Donc, bien entendu, il faut être extrêmement vigilant à cette affaire-là et essayer de le faire savoir autour de vous. Ça va faire l'introduction à ma 4e partie. Et puis, sur le plan de continuer la démolition du moral des gens, eh bien, vous avez cette abominable loi qui est en train d'être discutée sur la soi-disant aide à mourir. Alors, quand je dis ça, je le dis même indépendamment de toute position par rapport à l'euthanasie ou par rapport à une véritable aide à mourir. Hein, je sais que beaucoup de Français la souhaitent, cette aide à mourir, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que ça va donner. Hein, les gens imaginent bien sûr, la peur de souffrir au moment de la fin de vie est une chose qu'on peut comprendre, et beaucoup de gens se disent, si à ce moment-là, quelqu'un peut être là pour m'aider à passer plus vite, etc., indépendamment des considérations spirituelles ou religieuses qu'on peut avoir, on peut comprendre que des personnes se disent ça. Sauf que ce qui nous prépare, ça n'a rien à voir avec ça, puisqu'en fait c'est une euthanasie organisée par l'État. Je vous donne 2 exemples pour ceux qui n'auraient pas encore regardé de près, mais je vous invite à aller regarder de près. Le texte de loi est en préparation, pas encore signé, mais bon, il va certainement l'être. 2 détails qui vous disent dans quelle direction on va. Une personne qui essaierait d'empêcher quelqu'un de demander ce geste d'aide à mourir, qui essaierait de l'en convaincre, de l'en dissuader, de dire qu'il y a encore des solutions, qu'il peut partir en soins palliatifs, enfin bon. Pour l'instant, il est prévu que ce soit pénalisable, 15 000 € d'amende et possiblement 1 an de prison. Par contre,
si vous incitez quelqu'un, hein, votre bonne copine ou l'épicière à côté, et que vous lui dites, mais dans l'état où vous êtes, ma pauvre dame, vous devriez y songer, parce que vraiment là, et puis vos enfants n'ont pas beaucoup de moyens, ce serait le moment de leur transmettre quelque chose. Si vous dites ça à quelqu'un et qu'éventuellement votre parole, absolument monstrueuse pour un chrétien, est entendue, pourquoi pas un psy d'ailleurs, hein, pourquoi pas, pendant qu'on y est, et que votre parole est entendue et que la personne voilà, va demander cette aide à mourir, eh bien, tout va bien. Les héritiers ou la famille ne peut pas se retourner contre le professionnel ou la personne qui aura poussé ça. Donc rien qu'avec cet exemple, je trouve qu'on a une idée non seulement du renversement anthropologique que représente cette loi, mais des mauvaises intentions qui sont derrière. Voilà, alors maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, j'espère que ça va quand même. Est-ce que tout ce que je vous dis, il y a des choses qui vous étonnent beaucoup, vous connaissiez déjà pas mal c'est ce que vous avez vécu et la façon dont je le présente. C'est exprimé très clairement. Oui, ça vous surprend pas, la perversion, vous ne l'aviez, voilà, ça vous a pas trop surpris par rapport à ça. Je ne pense pas, mais ça complète, ça va bien. Ça complète, d'accord. Alors, il y a une inversion. Il y a une inversion de tout. Le bien devient le mal. Le bien devient le mal devient le bien. Tout à fait. C'est vraiment une fois qu'on a compris ça, je pense que c'est extrêmement important, hein, parce que maintenant il va quand même falloir se dire qu'on ne va pas se laisser faire comme ça. Donc, quatrième point, il me reste combien de temps, Mathieu? Sans doute pas très longtemps. Oui, 10 minutes peut-être, c'est ça, j'ai bien calculé, 10 minutes. Alors, que faire, tout de même? Que faire? Alors, la première chose, me semble-t-il, et ça c'est la psy qui parle, hein, mais je reste ce que je suis, et c'est important, la première chose qu'il faut absolument faire, c'est prendre soin de vous, et j'ai envie de dire. De vous, des vôtres, et des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est là qu'il est bon d'être chrétien. Et de ne pas en rester seulement à sa casbah, là, à sa maison, etc. Tout le monde a souffert, tout le monde souffrira. Nous sommes embarqués dans un train extrêmement douloureux et ils vont chercher toujours à nous diviser. On peut prendre deux exemples que j'aurais pu citer précédemment, mais qui me viennent en tête du coup maintenant. La question de l'immigration, qui soi-disant, ça fait 20 ans qu'on en parle, 30 ans peut-être, hein, bon. Et que des personnes, des hommes politiques aujourd'hui nous disent qu'ils vont régler, qu'ils vont améliorer, etc. Archi faux. Pourquoi archi faux? L'Union européenne, qui fait partie de ce gigantesque phénomène, l'Union européenne a décrété dans ses documents qu'elle allait faire venir, il était obligatoire de faire venir 1 million de personnes de l'extérieur en Europe chaque année. C'est le programme. Alors quand je vous dis qu'il ne faut plus compter du tout sur le système politique, enfin je ne sais pas si je l'ai dit aussi clairement, donc maintenant que je le dis, tous égaux, hein, quel que soit le bord, extrême droite, extrême gauche, milieu, centre, etc., c'est pas là. Tous ceux qui sont actuellement engagés, qui sont à l'Assemblée, dites-vous bien, de mon point de vue, bien sûr ça n'engage que moi, mais allez vérifier, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ils sont tous complices du système. Ils savent tous. Ils ne peuvent pas ne pas savoir. Pardon ? Même le RN. Mais bien sûr, même le RN. Le RN a renoncé à tout ce qu'il avait dit qu'il le ferait, et ça lui coûte le fait maintenant qu'elle ne va même pas pouvoir se présenter. C'est dommage de renoncer à sa dignité et à sa vérité pour se faire avoir comme ça. Donc malheureusement, à part ceux qui ne... Bon, certains souverainistes, parce qu'ils ne sont peut-être pas vraiment dans le coin, j'en sais rien, mais malheureusement le système est totalement vérolé. Quand ils nous disent qu'ils vont intervenir et qu'ils vont faire quelque chose, ils savent que c'est faux. Tous les textes prévoient que ce n'est pas possible. Pareil pour l'agriculture. Nos agriculteurs commencent à peine à comprendre, mais je crois qu'ils ne sont pas encore allés assez au bout du raisonnement, que quand Gabriel Attal leur a dit « nous mettons votre dossier en sommet de la pile », c'était sans doute le sommet de la pile pour aller à la poubelle. Parce que là aussi, l'agriculture, c'est verrouillé. Normalement, tous les terrains, tous les espaces agricoles de qualité ont vocation à être rachetés par des sociétés privées, pour faire du hors-sol ou pour faire autre chose, et surtout pour contrôler l'alimentation de la population en général. Donc si on est très gentil, on aura droit à quelques bananes, et si on refuse le vaccin, eh bien on n'aura droit à rien. Je caricature bien sûr, hein, j'essaie de mettre un peu d'humour dans tout ça, mais ils veulent contrôler totalement la chaîne alimentaire, et donc c'est prévu également. Hein, c'est prévu par... alors c'est prévu par qui? Vous connaissez le forum de Davos, vous connaissez
Les milliardaires dont je disais tout à l'heure, voilà, que c'est pas tout à fait normal, même d'ailleurs considérant Trump et consorts, ça n'est pas normal qu'un seul homme, qui reste un être humain, puisse avoir autant d'argent, plus qu'un État, et donc prendre des décisions qui ne sont absolument pas les décisions bonnes pour les populations, et qui ne sont absolument pas vérifiées par les populations. Hein. Donc voilà, je vous prends ces deux exemples, et tout ça pour dire que le constat, c'est que nous ne pouvons compter sur rien aujourd'hui d'institutionnel. Le Conseil constitutionnel a trahi, le Conseil d'État a trahi, les juges, il y a eu quelques juges administratifs qui ont résisté héroïquement, mais voilà, tout le monde est compromis. Le niveau de compromission et de corruption de la France, dans le temps on parlait de république bananière, mais on est bien en dessous des républiques bananières. On a dépassé, je comprends que les Africains veulent plus de nous, parce qu'on les corrompt maintenant. Ils ont raison. Eux, ils redressent la tête, ils sont beaucoup moins corruptibles, mais nous, on est... Voilà. Comment ? Il y a la corruption aussi. Oui, bien sûr, il y a de la corruption partout, malheureusement. C'est un peu le problème qu'on va avoir. Alors, que faut-il faire ? Pardon ? Corrompu par l'Occident. Et corrompu largement par l'Occident, oui, je suis d'accord avec vous. Bien que n'étant pas historienne, donc je suis prudente, mais certainement. Alors, que faire ? Déjà, informer de tout ça. Alors non, je vous disais d'abord prendre soin des populations, prendre soin de soi. Vous me direz comment prendre soin ? En tant que chrétien, on est un peu mieux lotis que les autres. Hein. Il faut vraiment fonder notre action dans l'espérance et se dire que peut-être cette espèce d'effondrement général qui nous guette, alors bon, ça n'engage vraiment que moi, ça, mais je me demande souvent si la Providence n'est pas en train d'essayer de faire du tri dans nos pensées et dans nos engagements et de nous engager d'une certaine manière à rechoisir le chemin christique. Parce que c'est la seule façon de s'en sortir aujourd'hui. Hein, c'est de brandir le Christ à tout point de vue, y compris physiquement, puisqu'on a des êtres diaboliques derrière, et à un moment donné, voilà, il faut leur faire peur avec la croix, parce que ça leur fait peur, la croix. C'est pour ça qu'ils sont toujours un peu en combat contre les chrétiens. Donc prendre soin de nous, de notre santé psychique, de notre santé physique, ne pas se laisser démoraliser. Grâce à notre foi, c'est souvent un petit peu plus facile. Et nous avons peut-être, alors bon je le propose bien sûr, mais nous avons peut-être nous une mission particulière en tant que chrétiens, effectivement d'aller aider notre prochain parce que nous avons une espérance. Hein, nous pensons que le bien a déjà gagné, Christ a déjà gagné et que donc, voilà, il ne faut pas se laisser impressionner même par des gens qui font autant de mal que ça. Donc d'abord prendre soin de soi. Quand on a récupéré un peu d'énergie ou qu'on sent qu'on peut prendre soin de soi, bien sûr, il va falloir agir. Un de leurs outils, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'impuissance induite. C'est-à-dire qu'il ne cesse de nous dire « vous ne pouvez rien faire ». Vous êtes de pauvres petites personnes isolées, sans pouvoir, sans capacité, sans argent, parce qu'on aura de moins en moins d'argent, donc effectivement sans argent. Donc vous ne pouvez rien faire. Mais c'est totalement faux. On peut faire, on peut dire. On peut aller voir son médecin en lui disant « Bonjour docteur, au fait on en est où des effets secondaires du Covid ?» Parce que moi je vois beaucoup de personnes qui décèdent autour de moi, je trouve que ça correspond quand même drôlement à cette campagne de vaccination. Vous êtes au courant? Vous avez des informations là-dessus? Parce que si votre médecin, il n'entend jamais parler de rien, qu'est-ce qui se passe? Les choses se mettent, la poussière se met sous le tapis. Donc vous voyez, ça c'est extrêmement utile. Quelqu'un qui se pose des questions, bien sûr, glisser un livre, glisser une référence d'une émission, enfin réinformer autour de soi, réinformer inlassablement. C'est extrêmement puissant, extrêmement utile. Prendre soin des autres, ne pas les juger, même quand ils ont fait un peu le contraire de ce qu'il eût été souhaitable de faire, mais penser qu'ils ont été pris dans un piège dans lequel nous aurions tout à fait pu être pris, et plutôt aider, informer, redonner des éléments. Ne pas se laisser prendre par cette impuissance acquise, parce que, induite et donc souvent acquise, se rendre compte que on dit que le diable est dans les détails, mais le bon Dieu est encore plus dans les détails. Donc surtout, être le grain de sable. Louis Fouché dit ça souvent et j'aime bien cette expression. Le petit grain de sable dans le rouage, le petit truc qui fait que ça ne fonctionne pas. Oh, manque de... Et vous n'êtes même pas obligé de vous découvrir. Vous pouvez être maladroit. Ah mince, j'avais pas remarqué qu'il fallait faire comme ci, j'ai fait comme ça. Oh, je suis vraiment désolée, hein. J'ai fichu le truc complètement en l'air. Ah, il fallait se vacciner? Ah ben j'étais pas au courant. Ah ben mince, où est-ce qu'il faut aller? Faisons les imbéciles s'il le faut. Hein. C'est vraiment des techniques. Ils nous appliquent une ingénierie sociale extrêmement rigoureuse, que je détaille un peu plus dans le livre, mais
vous l'avez assez bien détaillé tout à l'heure, nous aussi on peut avoir une ingénierie sociale. Hein, l'ingénierie de réinformer, contrer les choses et ne pas se laisser pervertir nous-mêmes, hein, ne pas se laisser abattre par ce discours. La troisième chose, c'est retrouver le collectif. Sortir de la distanciation sociale, sortir de l'isolement. Une fois qu'on a bien travaillé sur soi, qu'on s'est renforcé, qu'on fait peut-être ce petit travail très utile d'action au quotidien, il faut se réunir, pas comme vous êtes en train de le faire ce soir, comme nous sommes en train de le faire ce soir. Il faut rejoindre des jeunes. Quand on est jeune, il faut rejoindre les jeunes. Quand on est moins jeune, il faut rejoindre les moins jeunes. Et il faut se mélanger aussi. Il y a plein d'associations qui existent. Et ça fait avancer les choses. Vous savez qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas eu lieu ou qui au contraire auraient beaucoup plus vite avancé s'il n'y avait pas eu une opposition. L'opposition se structure quand même énormément. Elle est divisée parce que les oppositions sont toujours divisées. Mais il y a quand même plein de gens qui font plein de choses. Et c'est utile, c'est absolument utile. Donc il faut retrouver le sens du collectif qu'ils nous ont bien déconstruit pendant 40 ans. Hein, avec le politiquement correct, avec la politique ça sert à rien, puisqu'effectivement aucun des sujets qu'on a évoqués, l'immigration, tout ça, ça n'allait pas aboutir, puisque c'était fait pour ne pas aboutir. Et c'était aussi fait pour décourager le citoyen, notamment les jeunes. Combien de jeunes nous disent « oh là là, la politique, ça sert à rien », etc. Heureusement pas tous, et parce qu'on a induit ça chez eux, hein, bien sûr. On a induit que ça ne servait à rien. Voilà, j'ai peut-être assez parlé. Hein, ça va, je suis dans les temps à peu près. Merci beaucoup.